Et sur En direct de nulle part, on le retrouve pour sa chronique aux 2 semaines avec nous. C'est Michel Morin, le journaliste d'enquête indépendant qu'on retrouve. Monsieur Morin, comment allez-vous? Je vais très bien, bon. Mais on pourrait avoir mieux comme température, n'est-ce oui. pas? Ah ben là, l'automne nous a frappé de plein fouet cette semaine et c'était un peu désagréable, les gens qui ont passé l'Halloween, les enfants. C'était une Halloween assez difficile. Je ne sais pas si vous avez eu des petits monstres dans votre secteur. Non, ils n'étaient pas nombreux. Non, mais vous savez, le mois d'octobre, les gens parlaient de statistiques. Oui. Le mois d'octobre a été le mois le plus froid depuis 44 ans. Wow! Et c'est le réchauffement qui sévit. Moi, je surveille les médias, et puis on nous parle que de réchauffement climatique. Ah oui? Puis là, c'est le mois d'octobre, évidemment, on va me dire, c'est de la météo, c'est pas le climat. Je suis tout à fait d'accord. Le climat, c'est sur 30 ans. Exact. Mais, quand même, c'est assez paradoxal d'avoir le mois le plus froid depuis 44 ans. Ah oui, puis encore cette semaine, il y a des études là, qui nous disaient qu'il fallait s'attendre à un refroidissement à cause du réchauffement climatique. Souvent, ces gens-là se contredisent un peu dans cette tendance-là, puis on se demande à quel point on peut prédire ce genre de situation. De toute façon, c'est un peu en lien avec votre premier sujet de la soirée, M. Morin. Je vous laisse aller avec justement ce qui se passe avec le climat, la bourse du carbone et tout ça, là. Écoutez, je vais commencer par un élément très simple dont j'ai pris connaissance il y a à peine quelques heures. On apprend, il y a 2 centres de recherche britanniques et un centre, groupe de réflexion américain, qui ont fait une enquête pour réaliser que, vous vous souvenez du COP21, le fameux sommet de Paris, oui. La grand-messe sur les changements climatiques en décembre 2015 sous le bon patronage de François Hollande, le président de la République française. Et plusieurs personnes se rappelleront... C'est merveilleux! Oui, Monsieur Morin, plusieurs personnes vont se rappeler aussi de ce mouvement, en fait, de cet événement COP21, comme le grand virage vert de Philippe Couillard. Rappelons-le. Oh, absolument, il est revenu ici. Transformé. Et on ne le reconnaissait plus. Et c'est à ce moment-là, si j'ai bonne mémoire, qu'il a dit l'Anticosti, l'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti, c'est terminé. Voilà. Alors, il a fait un virage vert très confiant et par la suite, il a ciblé le Québec avec une réduction des gaz à effet de serre de près de 40%. Ça en est jamais en faisant un leader mondial, etc. Oui, c'était dans la foulée du COP21 de décembre 2015 à Paris. Ouais. La grand-messe était dite. Oui. Sauf que moi, j'étais peut-être un des seuls, il y en avait quelques-uns sûrement, qui disaient, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est sur une base volontaire. Est-ce que vraiment ça va se réaliser? Eh bien non, on a les chiffres. Bon. On a les chiffres sur 16 bons élèves de 197 pays. Il n'y en a aucun des 28 pays de l'Union européenne qui est un bon élève. Ah oui. C'est-à-dire que malgré toutes les déclarations, malgré toutes les conférences de presse auxquelles assistaient des milliers de journalistes, eh bien, en réalité, aucun des 28 pays de l'Union européenne n'a vraiment pris la chose au sérieux. Alors, je me demande, mon Dieu, si la planète est en danger, si le niveau des océans doit augmenter, si la température doit franchir le cap des 1,5 degré Celsius à l'horizon 2030, comment se fait-il que ces gouvernements ne prennent pas la chose au sérieux? Exact. Écoutez, les seuls pays qui ont pris la chose au sérieux, parmi les pays, c'est la Norvège, la Macédoine, le Monténégro, tous les pays, sauf la Norvège, bien sûr, qui n'ont pas atteint un développement industriel très élevé. Oui. Et figurez-vous, mon cher Daniel, que le Canada fait partie des bons élèves. Nous qui sommes devenus propriétaires d'un pipeline, nous qui nous contradisons
on se contrarie vraiment sur nos objectifs et sur ce qu'on fait réellement. Mais peu importe, on est parmi les bons élèves. Évidemment, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas parmi ceux-là. Alors, je me demande à ce moment-ci, on parle là d'augmenter à la pompe. Actuellement, on a une taxe cachée, comme vous savez. Ça s'appelle le marché du carbone. Oui. C'est 4,3 cents le litre d'essence ordinaire. Un autre cadeau, M. Là, c'est déterminé suivant les enchères avec les pétrolières et tout ça. Donc, on a ça. Et là, on commence à se fixer des objectifs. On en a déjà parlé. Justin Trudeau veut, à l'horizon 2022, augmenter ce 4,3 cents à 11 cents sur la base d'un prix de la tonne de carbone de 50 $. Actuellement, c'est moins de 20 $. Mais 50 $, Daniel, c'est pas sérieux. Mais non. Le ministre de l'Environnement de l'Ontario vient de déclarer que pour vraiment favoriser un changement d'habitude, pour vraiment que les gens décident de modifier leur façon d'acheter des automobiles, il faudrait un indice de référence qui ne soit pas de 20 comme c'est le cas actuellement, ou de 50 $ la tonne comme ça devrait être sous le plan de M. Trudeau en 2022, ça devrait être, selon lui, 135 $ la tonne. C'est-à-dire, à la pompe, on devrait payer 35 cents de plus que nous payons actuellement. 35 cents de plus. Ah non, donc, c'est de la folie. On voit tout de suite qu'on est... Mais tous les gens du GIEC, les gens des Nations Unies, fixent leur objectif bien plus élevé que cela. On parle de 400 $ la tonne comme indice de référence. Ben voyons. Aux États-Unis, par exemple, le Wall Street Journal a publié un article il y a quelques jours en disant le scénario le moins coûteux là, pour la bourse du carbone et son effet sur l'essence payée à la pompe, eh bien, ce serait minimalement 1,20 $. Le prix d'un gallon d'essence aux États-Unis est actuellement d'environ, disons, 2,80 $. Donc, ça voudrait dire qu'aux États-Unis, on paierait 4 $ le gallon et au Québec, 2 $ le litre au lieu du prix actuel. Ben oui, mais c'est ça, là, on est en train de nous engager, je dirais pas, c'est pas une cage à homards, mais à tout le moins, on s'engage dans un processus où les cibles vont augmenter d'année en année et actuellement, on est les seuls, ou à peu près, au monde, à discuter de ça. Regardez, je vais vous donner l'exemple de l'Europe. L'Europe ne prend pas les choses en main. C'est eux qui ont fait la conférence de Paris. Et nous sommes aux premières loges pour combattre les changements climatiques. Incroyable. Alors, c'est dans cet univers-là qu'on est actuellement. Et moi, je regarde tout ça, puis je me dis, le Canada, c'est pas 1,6 % des émissions globales sur la planète Terre. Alors, qu'est-ce qui fait que nous devrions être à l'avant-scène, à donner l'exemple, pénaliser notre économie, pénaliser notre croissance pour un comportement qui est à peu près unique. Voyez, regardez dans le marché du carbone. Vous avez vu récemment, il y a quelques semaines, l'Ontario qui est sorti du marché du carbone. Oui, vous allez me dire, ah oui, mais c'est Doug Ford, c'est un nouveau populiste de la droite. Ouais. Ben, je regrette. L'Australie vient de sortir du marché du carbone également. Donc, et on ne voit pas très bien les gens qui veulent sauter dans le paquebot du marché du carbone. Ben, M. Trudeau est très conscient de l'effet de tout cela sur les consommateurs. Alors là, il nous a proposé un plan. Il nous a proposé un plan où on va rembourser ce qu'on va percevoir à la pompe par des crédits d'impôt 12 mois plus tard. Aïe, aïe, aïe. Nous paierons.
parce que je ne suis pas sûr, moi, que tous les coûts seront vraiment transmis et qu'on réduira les impôts en fonction ou en proportion de ce qu'on nous chargera à la pompe ou ailleurs. Mais non. Voyez-vous, il y avait Ça un marchera exemple qui a été mis de l'avant, là, qui était dans tous les médias nationaux. C'est cette compagnie de la Saskatchewan, un transporteur routier avec une 60aine de camions. OK. Alors, lui, en ce qui le concerne, eh bien, le marché du carbone ou la taxe du carbone, à l'horizon 2022, il va payer son essence diesel 13 cents de plus. 13 cents de plus. Vous et moi, l'essence ordinaire, 11 cents de plus. Lui, essence diesel, 13 cents de plus. D'accord. Et il dit, eh bien, moi, ça va vouloir dire, pour mes 60 camions, l'équivalent d'un demi-million de plus en frais uniquement pour le carbone. Wow. Est-ce que vous pensez, Daniel, qu'il va réduire sa marge bénéficiaire d'autant? Pas du Est-ce tout. que vous pensez qu'il ne transférera pas cette taxe-là sur le coût de son transport et donc que c'est vous et moi qui allons payer finalement en bout de ligne? Oui, les biens Alors, seront voyez-vous, il y a augmentés. toutes sortes de coûts qui vont être transmis et au final, ce sont les contribuables canadiens qui vont payer pour ça. Les consommateurs. Alors, et évidemment, moi, je m'interroge, je me dis, les Européens font pas leur devoir, la Chine et l'Inde, en une semaine, avec les centrales au charbon qu'elles construisent, vont éliminer tous les efforts que nous allons faire à travers le Canada pendant un an. Wow. En une C'est semaine. dans ce monde-là que nous sommes. Et je me dis, écoutez, qu'est-ce que c'est que cet accord-là sur une base de volontariat? Il n'y a pas de shérif. L'Inde et la Chine peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce sont de grands pays. C'est quasiment 3 milliards d'habitants. Il n'y a pas de pénalité. Il n'y a pas de contrainte. Autrement dit, Aucun incitatif. le 21, c'était pour épater la galerie. Ben oui. Et Un show de camp. qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci? Est-ce qu'on va décider vraiment? Moi, je ne mets pas en doute les études de l'ONU, mais je suis légèrement sceptique, je vais vous avouer. Oui. Parce que tout ça est basé sur le carbone, le fameux carbone, Oui. le CO2, le dioxyde de carbone. Ben, écoutez, moi j'ai lu beaucoup d'études, des géologues, qui disent le carbone, c'est pas ça qui provoque le réchauffement de la planète. Ah. Historiquement, selon les carottes qui ont été prélevées un peu partout à travers le monde, le CO2, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, arrive à la suite d'un réchauffement de la planète. Parce que vous savez comme moi que, Ben, la planète. mon Dieu, il y a 1000 ans, c'est pas très loin ça dans l'histoire. Non. Il y a 1000 ans, on faisait pousser du blé au Groenland. Est-ce oui. qu'on le fait aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Non. Alors donc, il y a eu beaucoup de variations. L'atmosphère, les gens là sont, écoutez, 40 milliards, je pense que c'est ça le chiffre, des CO2 qu'on injecte chaque année dans l'atmosphère. Ça fait peur. 40 milliards de tonnes. De tonnes. Voire de tonnes. 40 milliards de tonnes. Oh, monsieur Massicotte, peut-être que vous émettez à vous seul 7, 10 tonnes de carbone avec mon truck, par année. Et les écologistes vont vous dire, si vous vouliez vraiment être responsable, il faudrait réduire votre empreinte carbonique à 2 tonnes par année. 2? Wow! Oh, oui, 2 tonnes. Autrement dit, là, il faut que vous changiez vos comportements, à commencer par arrêter de manger de la viande. Oui, à parce commencer. que l'élevage, évidemment, provoque beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Oui.
Alors, Pète moi, les rocs. je ne sais pas, mais écoutez, 400 parties par million, 400 ppm. 400. Ça veut dire que le CO2 ne représente dans l'atmosphère des millions de tonnes, des milliards de tonnes de CO2 que 400 parties par million. Est-ce qu'on peut penser que vraiment tout cela entraîne un dérèglement général présent et pour l'avenir de notre planète? Ça marche pas, ça. L'ONU, les scientifiques du GIEC sont, mon Dieu, unanimes à dire que oui, c'est ça qui va provoquer une augmentation importante du CO2, va provoquer un réchauffement de la planète et ça va devenir intenable dans les latitudes plus nordiques où les augmentations de température vont être encore bien supérieures à celles que nous pouvons observer dans les tropiques. Et pourtant, dans l'histoire, M. Morin, un acte de foi. Oui. Monsieur Morin, dans l'histoire de l'humanité, puis même avant, dans l'histoire de la planète, où il y a eu des réchauffements qui se sont observés, il n'y en avait pas de voiture. Même, comme je vous dis, il y a même des moments où l'être humain n'était pas là, et il y avait quand même cette réaction-là de réchauffement de la planète ou d'air glacial. C'est-à-dire que ça fait partie d'un cycle, dans un cycle sur 4 milliards d'années. C'est arrivé à plusieurs reprises que la planète a complètement changé et l'être humain n'était pas là pour modifier quoi que ce soit. Donc, je trouve ça un peu particulier d'essayer de nous faire porter l'odieux de tout ça, alors que oui, peut-être que l'être humain a un rôle à jouer, mais on n'est pas capable aujourd'hui de le signifier à quelle hauteur notre rôle est important dans cette équation-là. C'est ça le problème. On semble nous faire porter tout l'odieux de ça, et pour un agenda qui parfois nous re-questionne, on se pose des questions sur les motifs de tout ça. Quand on voit M. Al Gore, notamment, pousser dans ce sens-là, on se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'équation, et on laisse planer comme quoi l'être humain a peut-être beaucoup moins d'importance. En tout cas, de ce qu'on pourrait comprendre, peut-être que l'humain n'est pas si important que ça dans l'équation totale, M. Morin. Ben, écoutez, ce que je vois là, je vous donnais l'exemple de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Non. Qui n'est pas sérieuse. Non. Hein? Pas sérieux, alors, ça. comment ça qu'ils sont pas faits, comment ça qu'ils manifestent pas plus de volonté à augmenter les taxes de carbone, etc., pour favoriser des changements de comportement importants chez leurs citoyens, chez leurs concitoyens? Si c'est si dangereux que ça, ce qui nous attend, comment se fait-il qu'ils ne convainquent pas la population de faire davantage, d'être taxés davantage, d'imposer tout ce qui est carbone, de réduire leur empreinte carbonique, etc., etc.? Ils semblent ils font des belles conférences de presse, ils font des sommets de Paris 2015 avec M. François Hollande. Ben oui. Je ne me souviens pas combien il y avait de chefs d'État, mais il y en avait beaucoup. Et vous savez le paradoxe dans tout ça? Un des pays, il n'est pas mentionné parmi les bons élèves parce qu'il est sorti de l'accord, c'est les États-Unis. Ben oui. Les États-Unis ont un comportement exemplaire, exemplaire à l'échelle de la planète en ce qui concerne la réduction du carbone. Savez-vous que leurs émissions, eux, alors que les nôtres continuent d'augmenter, alors que le Québec n'atteint pas ses objectifs, savez-vous qu'aux États-Unis, ils ont réduit leurs émissions de carbone au cours des dernières années de plus de 15 %. La raison est bien simple. Ils ont fermé des centrales au charbon. Et ça, les centrales au charbon, ça en émet des CO2. Et ils les ont remplacées par des centrales au gaz beaucoup plus propres. Et voilà. Et si, dans l'avenir, on devait, là, il semble y avoir toutes sortes de mouvements en faveur du nucléaire, ben, malgré les déchets radioactifs, les centrales nucléaires, Daniel, n'émettent aucun CO2. Oui. Les centrales nucléaires, oublions les déchets radioactifs, les centrales nucléaires émettent moins de CO2 que nos propres centrales très propres et très durables d'Hydro-Québec, d'hydroélectricité au Grand Nord. Les centrales nucléaires, c'est propre en ce qui concerne les CO2. Aucune émission. Et là,
on est dans toutes sortes d'agendas, puis on se dit, ah ben non, il y a des radioactifs, il y a des déchets, on ne sait plus quoi en faire exactement en attendant des nouvelles générations de fusion plutôt que de fission. Bon, alors, moi, je dis, si on est sérieux, il faut arrêter de manger de la viande, il faut construire des centrales nucléaires. C'est ça d'être sérieux. Il faut imposer le carbone au maximum. Mais ils font rien de ça, nos chefs d'État. Puis on nous dit tous les jours que la planète se dégrade. C'en est au point où une chroniqueur du journal Le Devoir et de Radio-Canada nous dit, moi, si j'avais su tout ça, je suis pas sûr que j'aurais moi-même fait un enfant. On est revenu à des comportements de secte ou de... on a l'impression de retomber au Moyen-Âge, ou presque, tellement la planète nous préoccupe. Ben oui, c'est ça. Mais je veux bien qu'elle nous préoccupe, mais regardons des solutions. J'ai devant moi le dernier numéro de Science et Vie. OK. Et le titre est assez accrocheur. Changer le climat. Deux grands projets pour refroidir la planète. Et ces deux grands projets, j'en glisse un mot parce que c'est intéressant et je vous incite à les lire. On veut sulfuriser l'air avec du soufre. C'est-à-dire épandre dans l'air, dans l'atmosphère, à une hauteur de 20 km, du soufre, qui va nous protéger contre le rayonnement solaire. Alors, on est dans une espèce de géothermie solaire. Écoutez, quels seront les effets de tout ça? Je ne sais pas. La deuxième solution qu'on évoque dans le magazine pour refroidir notre chère planète, c'est d'alcaniser les océans en répartissant avec de gros navires de la chaux sur la surface des eaux. Ça augmenterait la capacité des océans à capter des CO2 de l'atmosphère. Mais là, si vous lisez les deux articles, tous les derniers paragraphes sont précises qu'il s'agit de projets dont on ne connaît pas très exactement les réactions, soit des océans, soit des nuages, soit de l'atmosphère. Imaginez, la flore aquatique, la faune aquatique pourrait en subir de nombreux effets. C'est un peu de se prendre pour Dieu. L'alcanisation, en fait, serait à contre-courant comment je dirais, l'alcanisation serait à contre-courant de l'acidification des océans. Actuellement, les océans s'acidifient. Je vais avoir le mot, et c'est ce qui cause, n'est-ce pas, les problèmes au niveau des coraux et des coquillages. Et on vient de commencer à faire des tests. Je pense qu'on en a fait dans le sud des États-Unis cet été, en Arizona, si je n'ai pas de mémoire. Mais évidemment, c'est intéressant parce que ça nous fait mieux comprendre que le climat, que la planète Terre, qui a mis 4 000, comme vous le disiez tout à l'heure, 4 milliards et demi d'années à se développer, c'est très complexe. Il y a tellement de feedback, de réactions, qu'on ne sait pas exactement. Alors, je ne sais pas, mais c'est des plans bien ambitieux, je trouve, d'un côté comme de l'autre, du marché du carbone comme de ces solutions scientifiques qui sont à l'épreuve actuellement. L'homme est bien petit. Et ce qu'il fait est bien petit par rapport aux milliards de tonnes de gaz à effet de serre dont nos fameux CO2 ne sont qu'une infime partie. Exactement. Donc, c'est à suivre tout ça. Et il faut suivre, peut-être aussi, il faudrait mettre un peu plus d'emphase sur les grands pays pollueurs qui ont actuellement la partie gratuite. Donc ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines années parce qu'on a bien beau nous serrer la ceinture au Canada ou en Amérique, mais on n'est pas grand-chose par rapport à ces grands pays-là. Et je comprends aussi le besoin de ces pays-là de se développer, c'est-à-dire que nous, on a vécu une ère industrielle qui a propulsé notre qualité de vie et on ne peut pas empêcher, par exemple, le peuple chinois
d'adopter un mode autour d'une voiture. Si nous, les Nord-Américains, nous avons ces privilèges-là, on est qui pour leur empêcher d'avoir des privilèges? Mais je pense pas que la solution non plus, c'est d'essayer, nous, de contrecarrer ça en étant si petits dans l'équation, les Canadiens ou les autres pays un peu plus petits, essayer de balancer l'équation en se serrant la ceinture de notre côté et en minant notre propre économie. C'est ça le problème, c'est que entre choisir à sauver des Wawarons et peut-être des couleuvres brunes ou de nourrir des familles canadiennes, il va falloir faire un choix, M. Morin, là. Vous posez la question. Ouais. Quand bien même on serait un élève avec une note de 100%, Bon, notre apport dans tout ça, c'est zéro. c'est ça. Ben oui, On ne changera rien tout c'est seul. ça. Tant que les gros Donc, pays ne suivront pas. il faut un accord international Oui. entre tous les pays qui soient sur la même longueur d'onde. Là. On pollue tous à des degrés divers. La Chine a beau dire, moi je suis un pays émergent, oui, OK, mais tu es un pays émergent, mais tu es rendu le plus gros pollueur de la planète, C'est ça. figure-toi. Ben voilà. Alors, et tu nous vends tes produits, tu conquiers nos marchés, tu détruis des jobs ici. En ce qui concerne la planète, on va se mettre sur un pied d'égalité. Bon. Dossier très intéressant à suivre, M. Morin, puis c'est particulier parce que dans les quelques semaines, on va fêter effectivement le 3e anniversaire de COP21. C'est intéressant de voir que 3 ans plus tard, ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et les seuls peut-être qui ont bougé le plus, c'est ceux-là qu'on disait des cancres, comme les États-Unis et le Canada, qui, à l'époque, c'était M. Harper, souvenons-nous-en. Et malgré tout ça, ben, on s'est amélioré à ce niveau-là. C'est très intéressant de soulever le point, M. Morin. On vous en remercie pour ça, parce qu'il n'y a pas grand monde, encore une fois, qui en ont parlé.